et négatif de ce que j'aurais vu, de faire vraiment des argumentaires et pour que ça fasse des vidéos complètes. Là, pour les raisons que vous connaissez déjà, j'ai dû préparer cette vidéo vraiment à la dernière minute et un peu à l'arrache. Donc ce qui fait que je vais surtout un petit peu improviser. J'avais pris le temps au fur et à mesure de bien notifier tout ce que j'avais vu, mais j'ai pas forcément pris le temps de argumenter, de noter tout ce que j'avais en tête. Et comme certaines choses commencent à dater de plusieurs mois, j'ai oublié certains détails, donc je risque aujourd'hui de vous faire un rapport, de vous donner mon avis. Et je sais pertinemment qu'une fois que je vais faire le montage de cette vidéo, je vais me dire oh tiens j'ai oublié, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu mentionner ça, donc je m'en excuse d'avance. C'est vraiment le manque de temps. Et là au jour où je vous parle, nous sommes le lundi 11 novembre, donc c'est un jour férié en France pour ceux qui nous suivent de l'étranger. C'est une journée où je ne travaille pas, d'où le fait que je puisse me poser un petit peu. J'avais tout le week-end pour m'en occuper, mais j'ai une vie chargée, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais pas mal de choses d'autres à faire durant tout le week-end et j'avoue que c'est un peu la dernière minute et même avec un timing très serré que je peux me préoccuper de cette vidéo. Et puis la deuxième raison importante, c'est que depuis ma dernière vidéo Actu Ciné, qui si je ne me trompe pas date du mois de mars dernier, nous sommes mi-novembre, tout va bien. Donc vous vous doutez bien que j'en ai vu des choses entre temps, que ça soit au cinéma ou en série à la maison. Et donc il y a eu pas mal de choses. Comme je le mentionnais dans une précédente vidéo, j'ai vu pas mal de choses, mais tout n'était pas non plus extraordinaire. Donc j'ai beaucoup de choses à vous mentionner. Maintenant ça ne veut pas dire, ça ne voudra pas dire que je vais tous je vais m'attarder sur tous, je vais vous les mentionner, je vais vous lire les synopsis, je vais vous donner mon avis, mais je vais pas forcément plus argumenter que ça parce que voilà, j'y reviendrai, ça ne sera pas forcément de mon goût ou je ne veux pas être comment dire, irrespectueux sur le travail et le film en lui-même puisqu'il peut plaire à de nombreuses personnes. Ce n'est pas parce que ça ne m'a pas plu à moi que ça ne plaira pas aux autres, donc je les mentionnerai quand même parce que après tout, quelque part, je les ai vus, j'ai payé ma place de cinéma pour ça, donc je les mentionnerai. Voilà. Alors, je vais commencer volontairement cette fois-ci par les séries. Je vous le dis, je vais mentionner les séries. Là, je vais les mentionner par ordre chronologique. Mais comme je vous le disais, ça commence à remonter. Donc, il y a des choses, vous allez me dire, waouh, c'est pas si récent que ça. Donc, ça fait un moment que je les ai vus, puisque je les ai vus à la date de sortie, quasiment. Mais le temps que je vous en parle, ça nous amène à aujourd'hui. Ok. Première série, donc, celle que j'attendais depuis un moment. C'était donc la saison 3 des Chroniques des Bridgerton sur Netflix. Je pense que tout le monde on en a au moins un petit peu entendu parler, même si vous ne les avez pas vus. Alors, je vous fais vite fait un petit topo comme ça, à tue-tête, sur ce que c'est que ce genre de série. Alors, c'est une série, on va dire, c'est une sorte de Gossip Girl. D'ancien temps, je cherchais le terme, mais à l'époque victorienne en Angleterre, vous voyez, donc ça doit être dans les années 1800, ça doit être au 19e siècle, je pense, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas, 19e, peut-être 18e siècle, 19e siècle, bref, je vous avoue que j'ai pas trop préparé, mais c'était plus ou moins à cette époque-là. Et donc, donc si vous avez déjà vu Gossip Girl, vous voyez là l'ambiance, le contexte. Si vous ne connaissez pas Gossip Girl, je vous refais vite fait le topo. En gros, à cette époque-là, donc dans la riche bourgeoisie, la riche population anglaise, londonienne,
saison printemps-été, les riches familles reviennent dans Londres. Elles ont passé l'hiver et l'automne dans leur famille, dans leur maison à la campagne. Et à l'automne, printemps-été, elles reviennent en ville pour les célébrations, pour les festivités données par la reine, par la cour ou par les riches familles entre elles. Et le jeu, c'est une sorte de bal des débutantes où toutes les jeunes filles ayant atteint un certain âge sont présentées officiellement à la reine. Et la reine, chaque année, choisit son joyau, son diamant, c'est-à-dire la plus belle jeune fille de la saison. Et il y a des sortes de paris sur qui se mariera la première, puisque là, tout le jeu et tout le poids de ces événements, de cette saisonnalité, c'est que les jeunes filles puissent se trouver un mari, donc de bonne famille, de prime abord, surtout et d'abord de bonne famille. Et voilà, mais l'idée c'est que il y a des mariages arrangés entre familles, mais que voilà, chaque jeune fille peut se trouver un époux. Voilà. Et donc là, à chaque fois on découvre des familles, voilà, les petits cancans, vous voyez, c'est un mélange de Desperate Housewives et de Gossip Girl. Mais l'intrigue de Gossip Girl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que il y a une voix off, comment dire, une sorte de corbeau qui sait tout sur tout le monde, qui sait tout, qui connaît toutes les petites intrigues et tous les petits secrets, même inavouables, et surtout pas à savoir, et qui fait poids à travers un journal. Donc là ici, dans Chronique des Bridgerton, la chroniqueuse s'appelle Lady Whistledown, et c'est celle qui joue la commère, et elle fait rager tout le monde. Alors tout le monde, mais ceux qui ne sont pas sous sa coupe, forcément ils sont contents d'entendre les ragots des autres. Et même la reine alors est autant curieuse de connaître son prochain article, mais quand la reine devient sa cible, elle-même se met en colère. Et par exemple dans la saison 2, si je ne me trompe pas, la saison 2, elle s'est donnée pour mission de découvrir qui elle est, parce que la reine a été un petit peu ridiculisée à cause d'elle à certains points, et on ne se moque pas de la reine. Donc voilà. Donc là ici, la dernière saison, c'est la saison 3. Moi j'ai envie de dire presque la saison 4, puisque il y a eu entre temps la saison La Reine Charlotte, donc qui était la saison du même univers des chroniques des Bridgerton, mais autour de la Reine Charlotte et de sa jeunesse et de son mariage avec le roi George, qui était tout aussi bien. Donc pour moi je le vois plus comme une saison 4, mais c'est la saison 3 qui suit la famille des Bridgerton, puisque la chronique des Bridgerton suit la famille Bridgerton. Donc on avait déjà dans la saison 1 la fille aînée, Daphné. Ensuite dans la saison 2 il y avait l'aîné des fils, qui n'était autre que, comment il s'appelle, alors attendez parce que c'est dans l'ordre, je vous le dirai je vous l'écrirai parce que ma mémoire me fait défaut aujourd'hui, mais chaque enfant Bridgerton, en fait, le début de son prénom, ça correspond avec l'ordre alphabétique. Donc la seconde, c'est Daphné, et l'aîné, c'est le vicomte, du coup c'est le vicomte, le successeur. Bon, soit, j'oubliais, je n'y arriverai pas, je vous l'écrirai. Et ainsi de suite. Et là, on suit le troisième. Et non, j'oublie le nom aussi, pardon. C'est vraiment très mal préparé aujourd'hui, toutes mes excuses. Mais je vous écrirai les prénoms au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi j'ai retenu la fille, mais je n'ai pas retenu les deux fils. Et pourtant, j'ai adoré les saisons. Donc là, on suit
le synopsis et je vais vous donner mon avis par la suite. Alors j'ai mon ordinateur à côté de moi, puisque forcément je n'ai pas retenu les synopsis de tout par cœur, et ça me permettra de bien avoir un meilleur argumentaire et descriptif que ce que j'aurais pu faire moi-même. Donc le synopsis, le voici. Penelope Featherington, donc la fille des voisins et meilleure amie d'eux, a finalement renoncé à son amour de longue date pour Colin Bridgerton. Voilà, l'autre garçon en l'occurrence c'est Colin. Merci. Après l'avoir entendu tenir des propos désobligeants à son égard, elle a cependant décidé qu'il était temps pour elle de prendre un mari, de préférence un qui lui donnera assez d'indépendance pour poursuivre sa double vie de Lady Whistledown, loin de sa mère et de ses sœurs. Alors attention, là il y a un énorme spoiler, j'aurais dû peut-être vous prévenir avant. C'est annoncé en saison 2, mais donc on le sait qui est Lady Whistledown, donc si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Mais donc Lady Whistledown, c'est bien Penelope Featherington. Dans la saison 2, on l'apprend, et je ne sais plus si c'est à la fin de la saison 2 ou au début de la saison 3 que sa meilleure amie, petite sœur de Colin Bridgerton, l'apprend aussi et lui en veut énormément, puisque il me semble que c'est durant la saison 2, elle a été sous les projecteurs à cause de Lady Whistledown, qui a fait quelques ragots sur sa propre meilleure amie, mais dans le but de protéger son identité. Donc elle l'a fait de manière assez souple et gentille, mais elle a dû quand même cancaner, on va dire, contre sa meilleure amie pour protéger sa propre identité. Donc là encore une fois, je vous rappelle, on est sur une saison 3, donc les histoires sont bien amoncelées, il y a eu plusieurs histoires d'amour, plusieurs intrigues, donc c'est-à-dire que même dans la saison 3, on a des rappels de la saison 1 et 2, voilà, il y a toujours un fil rouge qui se suit, donc il y a quelques éléments qu'on ne pourrait pas comprendre dans la saison 3, bien sûr, si vous n'avez pas vu la saison 2, et c'est ce qui est un peu dommage. Maintenant, ça aurait été compliqué de refaire à chaque fois un résumé et un rappel, ça aurait été trop long, c'est un peu comme pour tout. N'importe quelle série, à partir du moment où il y a plusieurs saisons, si à chaque fois on fait un énorme rappel, c'est interminable, on n'y arrive plus. Donc il y a toujours un fil rouge, un petit rappel une fois de temps en temps, mais on est obligé d'avancer, de continuer. Et si vous voulez avoir connaissance de tout, il faut regarder depuis le début pour avoir vraiment la connaissance de tout. Donc là on sait depuis la saison 1 que Penelope Featherington est amoureuse de Colin Bridgerton. Pour ce dernier, à ses yeux, Penelope n'est qu'une amie, c'est sa voisine, c'est une très proche amie. C'est la meilleure amie de sa petite sœur, mais c'est également une très proche amie à qui il se confie. Mais il ne la voit pas autrement, puisqu'il faut mettre les mots sur les mots et dire ce qui est. Colin Featherington est un très beau garçon et Penelope Bridgerton est une petite fille, est une petite jeune femme très rondelette et comment dire, qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur, voilà, qui est une jolie jeune femme mais qui dénote au milieu de toutes les jeunes filles débutantes qui l'entourent, qui sont toutes plus minces, plus grandes, blondes, brunes. Elle en plus elle est rousse et sa maman a pris la mauvaise habitude de l'habiller toujours en couleur très éclatante de jaune, donc du jaune sur une rousse à la peau pâle, c'est pas ce qu'on appellerait des plus flatteurs. Et sauf que, donc, comme le dit le synopsis, un jour où il y a un quiproquo, parce que ce ne sont pas des méchancetés provenant de Colin Featherington, mais c'est un malentendu, un quiproquo et on va dire un jeu pour maintenir les apparences auprès de curieux, d'autres jeunes hommes curieux. Penelope Featherington surprend une conversation des mots qu'aurait dit Colin Featherington, mais qui l'aurait profondément blessé. Et de ce jour-là, elle entame une transformation physique. Alors non, elle ne perd pas de poids forcément, mais elle décide de s'habiller différemment, se coiffer différemment, de se maquiller différemment, de faire plus femme et moins jeune fille, moins bébé. Et donc, de ce jour, aux yeux de la gente féminine,
plus attirante, elle commence à attirer les regards. C'est une personnalité qui, malgré sa plume acérée en société, est quelqu'un de très timide et réservé qui se fond dans les murs, hein, qui a l'habitude de se coller au mur pour ne pas attirer l'attention. Et malgré ça, elle reste timide, mais elle met en avant aussi son intelligence, sa culture pour justement séduire les hommes. Et elle est bien décidée, après 3 années, 2 années au moins, où elle a fait ses débuts, où parmi les autres jeunes filles, elle aurait dû déjà être mariée, même ses propres sœurs sont déjà mariées, elle se dit c'est à mon tour. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que par rapport à sa famille, donc les Featherington, il se passe pas mal d'intrigues aussi. Donc là aussi, je vous ramène à la saison 1 et la saison 2, où il y a pas mal d'intrigues, il y a des choses qui se passent. Il y a des scandales qui peuvent arriver, mais qui sont vite étouffés, et puis de nouveau. Mais à chaque fois, il y a une sorte d'échappée belle à la dernière minute. Et ses sœurs et sa mère me font un peu l'effet avec l'histoire de Cendrillon, où sa mère, elle est pas si mauvaise, mais sa mère est plus préoccupée par les apparences et la belle image de sa famille que le bonheur de ses filles. Et ses filles, dans un premier temps, jusque dans la saison 3, mais ses sœurs, dans un premier temps, ont vraiment cette image de, vous savez, de Javotte et Anastasie, les sœurs de, si je ne me trompe pas, c'est bien Cendrillon, les sœurs détestables. Et bien là, on est à peu près pareil. C'est que ces sœurs, elles ont une spécificité physique qui font qu'elles sont détestables. Enfin, elles n'ont rien de spécial, attention, elles n'ont pas un handicap, mais on voit que elles sont pas d'une beauté extraordinaire. Elles sont pestes, elles sont bêtes, elles sont méchantes entre elles. Et ça m'a fait vraiment penser à ça, à croire que c'était fait exprès de faire un rappel, un lien avec la famille donc de Cendrillon. Et ça, sauf que là c'est pas sa belle-mère, c'est sa vraie mère, mais voilà, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et donc dans toute cette saison, on voit l'évolution entre Colin et Pénélope qui s'accentue, où voilà, il y a un réel attachement de la part de Colin envers Pénélope, mais lui ne s'est pas encore rendu compte que c'était plus de l'attachement amical, mais qu'il y avait quelque part de l'amour, il y avait des vrais sentiments. Donc ça prend toute une saison quand même pour que cet amour naît. L'amour pour Colin envers de la part de Pénélope a toujours été là, mais elle était plus à un moment partie du principe qu'il fallait qu'elle abandonne cet espoir-là, puisque lui, il ne la verrait jamais comme une femme qui pourrait aimer et épouser. Et puis, il y a des retournements de situation, il y a des changements de par justement son changement physique et vestimentaire qui change la donne. Et petite spécificité de cette série aussi, c'est que les chroniques de Bridgerton sont réputées pour avoir des scènes d'amour un peu sulfureuses. Voilà, c'est une série qui aime parler émotions, sentiments et n'hésite pas à montrer des scènes crues. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et là où j'ai été contente, c'est que de me dire qu'ils ont continué dans cette optique-là. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ne se sont pas calmés. Et de manière toujours romantique, attention, il n'y a rien de vulgaire à chaque fois, bien au contraire, mais ils ont également pour ce couple-là continué dans cette optique et je trouve qu'ils ont fait ça très bien. Donc, dans mon avis, j'ai adoré cette saison, même si, je dois l'avouer, ce n'est pas ma préférée. Ce n'était pas ma préférée, mais je l'ai quand même beaucoup appréciée parce que, comme d'habitude, j'ai apprécié l'intrigue, j'ai apprécié le jeu des acteurs qui sont excellents. Il y a une excellente bande son aussi, des musiques un peu modernes, reprises. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la série Rain, qui parlait de la reine Marie d'Écosse. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais qui est plutôt bien faite, beaucoup modifiée, mais qui a pour principe aussi d'utiliser beaucoup des musiques modernes de nos jours, mais revisitées, refait de manière un petit
mentionné, ce n'est pas forcément ma saison préférée. Bon, déjà, je sais que c'est un effet de mode, mais à chaque fois dans les saisons, ce genre de série-là, il y a toujours une coupure. Là, la spécialité, ça a été, il me semble qu'elle est sortie au mois de mai, mi-mai, et la deuxième partie est sortie début juin. Donc c'est un peu pénible, et j'avoue que là, j'ai pas trop compris pourquoi avoir fait une pause. C'était pas utile. Vous savez, sur Netflix, parfois, les séries, quand elles sortent, tous les épisodes sortent d'un coup, et parfois c'est un épisode par semaine. C'est extrêmement long. Quelque part, ça fidélise et ça pousse à être présent chaque semaine à la sortie de l'épisode. Donc ça montre aussi aux dirigeants Netflix, à la programmation Netflix, si l'audience est là. Mais c'est pénible pour nous, lecteurs, pour nous, public, d'attendre à chaque fois. Et puis parfois, ils balancent tout comme ça d'un coup et puis on regarde à notre rythme. C'est pas plus mal non plus, mais c'est vrai que du coup, ça nous met moins en haleine. C'est voilà, on regarde tout d'un coup et voilà le mouvement passe plus vite, le fluide, le feed, vous voyez, passe plus vite. Donc, je pense que ça c'est propre à chacun. Je ne sais pas si c'est ça pour tous les pays. Je ne sais pas si selon les pays la programmation de la sortie est différente, mais bon, voilà. Et j'avoue que quand il y a une coupure, ils avaient fait la même chose avec Stranger Things. Bon, là pour le coup, je trouve pas. C'est pas. C'est pas ce qui est des plus intéressants. Surtout là, c'est pas comme s'il y avait eu un énorme cliffhanger où on se disait la vache. Enfin, encore une fois de mémoire, hein, je vous parle de ça, ça date du mois de mai-juin. Pour rappel, on est en novembre. Je m'en souviens plus trop, mais j'ai pas le souvenir que à la coupure, ça se soit arrêté sur un truc énorme non plus. Il y a eu une intrigue, c'est sûr. Sinon, il n'y a vraiment pas d'intérêt, mais c'était pas ouf non plus. Donc, il y a cette partie coupure qui reste assez négative pour moi. Il y a la fin de l'intrigue qui m'a un peu déçue, c'est-à-dire qu'en plus, c'est sans spoiler, attention, ça reste un happy end. Mais comment dire, c'est un happy end, oui, mais on se dit comment rebondir. En fait, on sent bien que à la fin de ce happy end, là, à la fin de cette histoire, on parlera plus de ce couple-là, ou alors juste pour dans les prochaines saisons faire un rappel. D'ailleurs, je ne sais même pas si dans les prochaines saisons ces acteurs-là reviendront, parce que par exemple dans la saison 3 ici, les acteurs principaux de la saison 2 refaisaient encore des apparitions, on les revoyait. On a revu un tout petit peu dans la saison 2 les acteurs de la saison 1, quelques-uns, pas tous, mais on les a pas vus dans la saison 3. Vous voyez, donc est-ce que ces acteurs-là referont une apparition dans la prochaine saison, la 4, qui est actuellement en préparation? Je ne sais pas. Je sais que d'autres histoires d'amour arriveront, puisque chez les Bridgerton, ils sont genre... je crois qu'ils sont 10. Attendez, je crois que j'ai une bêtise. Ah, c'est Anthony, ça y est, je viens de me souvenir du nom de l'aîné, c'est Anthony Bridgerton, voilà, le A, le fameux A. Le A, attendez, c'est qui le B? Donc il y a Anthony, parce que je sais qu'il y a un deuxième frère, mais lui, il apparaît dans les saisons, mais l'intrigue principale ne le concerne pas encore lui, il arrive dans la saison 4. Bénédicte, je crois que c'est ça. Il y a Anthony, Bénédicte, Daphné, Colin. Attendez, je suis pas dans l'ordre. Anthony, Bénédicte, Colin, Daphné, Héloïse. Donc ça c'est la meilleure amie de Pénélope. Enfin bref, je ne sais plus. Enfin bref, je ne sais plus les prénoms, mais voilà. Donc Bénédicte, je sais que c'est le prochain dans la saison 4. L'intrigue va tourner autour de lui. Et je pense que l'intrigue, il y aura à mon avis une intrigue aussi autour de Héloïse, puisque elle, Héloïse, on la voit, on en entend parler depuis la saison 1. Et dans chaque saison, elle est concernée dans l'intrigue. Je pense que c'est un des rares personnages qui est là tout le temps. Bref, pourquoi je disais ça du coup? Donc voilà, je ne sais pas si Pénélope et Colin, on les reverra dans la prochaine saison, parce que eux, pour le coup, on sait qu'il y a une fin. Alors un happy end, je ne vous dis pas comment, je vais garder cette partie secrète.
fait mention également sur sa propre histoire d'amour. C'est une des petites sœurs, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Jacinthe. Je suis pas sûre. Parce qu'en plus, ils ne se marient pas forcément dans l'ordre dans la famille, sinon ça serait pas drôle. Mais c'est une des petites sœurs. C'est un personnage très réservé, très timide. D'ailleurs, tout l'intrigue de son personnage tourne autour de ça, de sa timidité et du fait qu'elle trouve un époux qui lui ressemble beaucoup. Mais ce qui m'a intriguée, c'est que, sans spoiler, vraiment aux dernières minutes du dernier épisode, il y a un énorme cliffhanger, il y a un énorme changement de situation qui fait que on s'attendait pas à ça. Pas du tout. Concernant justement cette jeune fille-là, concernant cette sœur Bridgerton, où justement pendant toute la saison, limite on se dit c'est chiant, son personnage est chiant, et à la fin on se dit ça promet du mouvement dans les prochaines saisons. Donc on verra bien, mais c'est vrai que du coup je me suis dit c'est dommage d'avoir, je pense que c'était volontaire d'avoir attendu le dernier épisode, les dernières minutes pour faire cette intrigue là, rien de bien exceptionnel, mais il y a une situation qui fait que qu'est-ce qui se passe, et je trouve ça dommage d'avoir seulement mis cette intrigue en dernière minute, parce que du coup ça aurait donné un peu plus de pétillant, de piquant à son personnage qui était quand même limite. On se demandait pourquoi il parle de ces personnages là pendant la saison, pourquoi ils se sont concentrés sur d'autres personnages, voilà. Parce qu'en plus dans chaque saison, au-delà du couple principal, il y a des intrigues autour des autres personnages, forcément, comme ça vous vous embrouillez bien le cerveau. Donc voilà pour mon opinion. Moi j'adore cette série. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je l'ai vraiment découvert sur le tard. Ça fait un moment que la chronique des Bridgerton est sortie. Mais moi je l'ai vraiment découvert que l'année dernière. Et j'ai regardé les saisons et bien d'affilée. Il me semble que j'ai regardé la saison 1 était déjà sortie. La 2 venait de sortir je crois. Et la Reine Charlotte aussi, je crois que c'est la Reine Charlotte qui venait de sortir. Donc bref, je me suis tapé les 3 saisons d'un coup. Et du coup je n'avais qu'une seule hâte, c'est que la saison 3, donc pour moi la saison 4 arrive. Et là je sais que la saison 4, donc concernant les Bridgerton, va arriver. Et ça sera pas avant l'année prochaine à mon avis, mais j'ai hâte également. Et il paraît qu'il y a une suite de la Reine Charlotte qui va arriver aussi. Et de là aussi j'ai hâte. Voilà donc ça pour mon avis sur cette série, donc sur cette saison 3 des Chroniques des Bridgerton. Deuxième série. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite parce que j'ai encore pas mal de choses à raconter. J'ai regardé ensuite la saison 2 de House of Dragon. Donc House of Dragon c'est le préquel de Game of Thrones, j'allais l'oublier. Je vous lis le synopsis. Donc, Westeros est à l'aube d'une guerre civile sanglante entre la team Green et la team Black, deux camps rivaux se disputant la légitimité de leurs souverains respectifs sur le trône de fer, le roi Aegon et la reine Rhaenyra. Les deux bandes annonces présentent ces deux perspectives comme étant deux versions distinctes mais complémentaires d'une même histoire. Alors que la même maison Targaryen se déchire, les téléspectateurs du monde entier sont invités à choisir leur camp dans cette deuxième saison. Bref, petit topo encore une fois. Par rapport à la saison 1, donc c'est un préquel de Game of Thrones et là on ne parle que de la maison Targaryen. Donc pour ceux qui ont suivi Game of Thrones, c'est la maison de Daenerys Targaryen. Dans Game of Thrones, c'était la dernière survivante de la famille Targaryen. Et là on est à, je pense que c'est 100 ans plus tôt, où la famille Targaryen règne en maître sur Westeros. Donc ce sont eux les rois. Sauf que comme toute monarchie, il y a des guéguerres entre les aînés, ceux qui sont nés en premier ou pas, les bâtards, ceux qui sont pas bâtards, les remariages, enfin bref. Et donc depuis la saison 1, on sait que Rhaenyra est la fille aînée du roi qui est mort mais qui s'est remarié, qui a eu d'autres enfants. Et un jour, pendant un songe, le roi qui est mort malade, pendant un de ces demi-sommeils où il commence à perdre la tête, il a, alors il n'y a pas de spoil là-dedans, il
parler d'un rêve, d'une sorte de prophétie que l'on confie entre roi et descendant. Mais forcément là-dedans ils ont tous les mêmes noms. Et cet ancêtre, cet aïeux s'appelait Aegon. Sauf que le roi a donné le prénom de Aegon à un de ses fils. Et sa nouvelle femme, qui n'était autre que l'ancienne meilleure amie de sa fille aînée, faut suivre tout ça, a cru qu'elle parlait de son fils. Et donc elle s'est dit, mon Dieu, il change d'avis, il ne nomme plus Rhaenyra successeur légitime du trône, mais il nomme mon fils Aegon, mon fils aîné. Et c'est là qu'il y a tout un imbroglio qui commence. Parce que Rhaenyra dit non, il parlait pas de ton fils, il parlait d'un ancêtre, d'un songe. Mais comme personne ne pouvait le prouver, personne ne pouvait démentir, personne n'était là, eh bien il y a toute une guerre, des massacres, des meurtres qui vont commencer juste pour ça. Alors en gros, cette saison 2 là, bon, au-delà du fait que les jeux d'acteurs est toujours très bon, que l'intrigue est toujours bonne et les effets spéciaux sont toujours très bien faits, on parle de cette saison, il me semble que ça s'appelait La Danse des Dragons, La Guerre des Dragons, quelque chose comme ça. Cette Danse des Dragons, faut l'attendre. Et là, c'est là où je me dis par rapport à la saison 1, elle est moins bien parce qu'elle est très longue à démarrer, à commencer. Les scènes d'action arrivent vraiment sur le tard. Les épisodes ont toujours été longs, hein, c'est quasiment plus une bonne heure, voire un peu plus par épisode, c'est quasiment la taille d'un film. Mais ils sont très longs, alors mis à part une ou deux scènes, certains épisodes qui sont réputés gore ou choquants, je pense qu'on a vu mieux avec Game of Thrones. C'est surtout qu'à un moment donné on se dit, on parle tellement longtemps de la guerre, à un moment donné elle va bien finir par arriver. Et vraiment elle arrive sur la fin, et encore. Parce que oui, la saison 1 se termine par des décès, des meurtres, je n'en dirai pas plus. Et donc on se dit, waouh, la saison 2 ça va exploser parce qu'il y aura de la vengeance. Et bah toujours pas, c'est extrêmement long. Il y a un tout petit peu de vengeance par-ci par-là, mais ça reste, ça piétine. On voit que on est dans un cas où ils peuvent pas dire ouais, ils vont les battre, ils ont des dragons. Non, dans les deux familles et des dragons. Souvenez-vous, on est 100 ans avant, là où les dragons chez les Targaryens faisaient légion. Ils en ont au moins 4 ou 5 chacun, donc voilà. En termes de poids, ils se valaient. C'est surtout que les dragons n'avaient pas le même âge, ni la même force, la même puissance. Et pour, entre guillemets, faire la guerre à un dragon, il faut un dragonnier. Un chevalier, un cheval a besoin de son cavalier, a besoin de son destrier. Voilà, l'un et l'autre ne peuvent pas aller ensemble. Un chevalier ne peut pas aller faire la guerre sans son cheval. Enfin, si, à pied, mais ça ne s'appellerait plus un chevalier. Bon, bref, on s'embrouille. Et les dragons, pour être menés, pour être dirigés, ont besoin d'un dragonnier, d'un maître, un humain qui les dirige. Et c'est là où le bas blesse du côté de Rhaenyra, c'est que oui, elle a des dragons, mais elle manque de dragonniers. Et c'est là où toute l'intrigue va tourner pour trouver des dragonniers à ces dragons et pour pouvoir enfin faire la guerre. Mais elle a d'autres intrigues, elle a d'autres chats à fouetter, elle a d'autres ennemis qui s'immiscent. Donc c'est extrêmement long. Et moi cette saison 2, je l'ai vraiment vue comme un intermédiaire à la saison 3. Pour moi c'est à la saison 3 qu'il va vraiment se passer des choses. Parce que là, cette saison 2 c'est un peu comme un tampon. La saison 1 a vraiment mis le pied, a vraiment tout réexpliqué par rapport à l'époque de Game of Thrones, qui était qui, quoi, qu'est-ce, comment. Et cette saison 2 limite est un tampon à la saison 3, parce que pour moi la vraie guerre va commencer à la saison 3. C'est là où les choses sérieuses, je pense, vont commencer, surtout qu'encore une fois à la fin de la saison 2, il y a des petits retournements de situation, des choses qui font que tout ça pour ça. Mais voilà, il y a la fierté aussi. N'oublie pas, on est dans une monarchie, donc même quand les rois ont tort, ils vont jamais avouer qu'ils ont tort. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a des retournements de situation, mais ça arrive tellement tardivement que on se dit c'est dommage parce que du coup, comment dire, on n'a pas été satisfait. On se dit pas j'ai passé une saison 2 incroyable. Non, c'est extrêmement long, donc c'est vraiment dommage. Donc j'ai bien aimé la saison, c'était très long et comme je le disais tout à l'heure, Netflix a fait durer le plaisir, je mets ça avec des guillemets, en mettant un seul épisode par semaine, donc c'était extrêmement long. Dites-vous que mon mari
s'est ennuyé et il a arrêté de regarder parce qu'il s'est dit c'est beaucoup trop long, on comprend rien. C'est pas qu'on ne comprend pas, mais c'est que c'est trop long, ça n'avance pas. Et je suis plutôt d'accord, donc j'ai hâte de voir la saison 3 parce que j'espère et j'aspire que toute l'action se fasse à ce moment-là, en espérant que ça ne fasse pas un peu un soufflet comme ça a pu le faire la dernière saison de Game of Thrones. Donc affaire à suivre. Je recommande de la voir quand même si vous êtes fan de l'univers, mais pour moi ne vous attendez pas à grand chose. Voilà, c'est pas dans cette saison là qu'on kiffe, non. Troisième série, donc là je vous parle de ça en termes de chronologie. House of Dragon, je pense que c'était en juin, juillet, je ne sais plus trop. Et troisième série que j'ai regardée donc ces derniers temps, et là je l'ai regardée en septembre, je l'ai regardée à sa sortie, c'était la série, alors rien à voir, on est loin du fantastique, Nobody Want This. Nobody Want This. Alors c'est avec Kristen Bell et Adam Brody. Donc pour celles qui connaissent un peu de nom, elle c'est l'actrice qui a joué dans Véronica Mars. Et lui il a joué dans j'ai déjà oublié. Ah, bref, il a joué une série pour ados, un peu dans le même genre que Gossip Girl. Oh, pardon, je suis désolée, j'ai vraiment des trous de mémoire. Il y a Beach quelque chose dedans. Ocean Beach, non, je ne sais plus. Bon, bref, je vous mettrai le nom de la série. Enfin bref, c'était une série pour ados. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il est marié à une actrice de Gossip Girl et que Christian Bell fait la voix de Gossip Ah, comment elle s'appelle Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mon dieu, celle qui fait la voix off, qui fait la Gossip Girl. Bah si, c'est ça, Gossip Girl. Elle fait la voix de Gossip Girl dans la série Gossip Girl. C'est elle la voix off. Enfin bref, c'est très drôle. Bref, petit aparté. Donc Nobody Want This. Donc c'est l'histoire d'un couple, d'une jeune femme, donc Kristen Bell, pardon, qui est elle fait des blogs, elle fait des podcasts sur des sujets sur la sexualité. Donc c'est une jeune femme de notre temps moderne qui vit bien sa sexualité, elle est célibataire et elle vit bien sa sexualité, et avec sa sœur elle fait des podcasts à ce sujet, voilà. Et elle a un podcast à succès puisqu'elle s'apprête à être rachetée par un gros groupe, enfin bref, elle est en pleine rebondissement professionnel, transition. Et un soir, alors je pense que ça doit être son impresario, son manager, je ne sais pas trop qui, enfin bref, une amie, elle a invité à un repas d'amis et elle fait la rencontre d'un jeune homme qui lui plaît beaucoup, mais qui se trouve être un rabbin. Donc, jeune fille qui n'est pas du tout de confession juive, et elle fait la rencontre d'un rabbin, un jeune homme, voilà, qui est loin des stéréotypes qu'on pourrait se faire dessus sur la profession. Et en fait, les deux se plaisent mutuellement et tombent amoureux, sauf que, oui, voilà, elle n'est pas juive, lui, il veut devenir grand rabbin. Et en plus, elle a une profession un peu atypique. Et voilà, toute l'intrigue va tourner autour de ça, c'est-à-dire qu'ils s'aiment, ils ont envie de construire quelque chose dans leur couple, mais voilà, la situation est compliquée. Lui, s'il veut être en couple avec elle, il va devoir peut-être renoncer à son rêve de devenir grand rabbin. Elle veut être avec lui, elle est prête à faire des concessions et pourquoi pas se convertir au judaïsme. Oui, mais du coup, ça irait à l'encontre de sa propre nature et de ses propres convictions. Et donc, la saison 1 à la fin s'arrête là, on en est là. Ils s'aiment, oui, mais que faire? Plus toutes les petites intrigues autour où il y a la mère du rabbin qui s'en mêle, il y a la sœur du rabbin qui s'en mêle. Le rabbin, quand ils se sont rencontrés, il venait de rompre ses fiançailles, enfin bref, c'est tout un truc. Et pareil, il y a la sœur de Kristen Bell qui est aussi, tout aussi ouverte qu'elle, voire aussi dévergondée, et pareil, elle s'en mêle, enfin bref, c'est toute une histoire. Moi j'ai beaucoup aimé cette série qui est très rafraîchissante, très légère, avec beaucoup d'humour. Les acteurs sont incroyables, ils sont très beaux tous les deux, et je trouve que l'alchimie entre les deux acteurs se voit bien à l'écran, ça se passe très bien.
que un peu à l'image des livres que je peux lire, on se dit oui ça pourrait arriver dans la vie, c'est pas si déconnant que ça, bon c'est parfois un peu exagéré mais on se dit c'est pas si déconnant que ça pourrait nous arriver, et ça fait partie un peu des choix d'actualité, des sujets d'actualité où on se dit par amour qu'est-ce qu'on fait, voilà en gros. Donc j'ai vraiment aimé ça. Le petit moins que je dirais c'est que parfois les rebondissements, parfois il y en a un peu beaucoup et on sait plus parce qu'on se dit attends il reste autant d'épisodes et à chaque fois à la fin il y a un truc et on est vite pris dans l'engrenage et à la fin vous savez cette sensation horrible où on se dit on arrive à la fin du dernier épisode et on se dit il n'y en a plus. Il n'y en a plus, je dois attendre la prochaine saison. Mais la prochaine saison elle est même pas encore en tournage, donc elle est même pas encore sur le point de sortir. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Donc on est vite aspiré par les épisodes et à la fin on se dit mais j'en veux plus, je veux en savoir plus tout de suite, donc c'est assez frustrant. Mais c'est tout à fait plaisant. Donc vraiment je vous la recommande, c'est une série très drôle, assez féministe. Bon, je vais pas vous dire c'est une série à regarder en couple parce que je pense que les mecs ils vont se dire ouais bon c'est reste une histoire d'amour. Mais c'est une série pour les femmes je pense très sympathique, très inspirante et très drôle. Voilà donc moi je la recommande beaucoup, j'ai vraiment apprécié et j'ai hâte de voir la saison 2. Pour terminer sur la partie série, alors sachez qu'en ce moment je regarde 2 séries simultanément quasiment. Heureusement elles ne sortent pas le même jour et ça fait partie des séries où alors heureusement je suis en retard mais il me semble que c'est à chaque fois un épisode par semaine donc c'est un peu pénible. Et en ce moment je regarde la saison 2 de Daryl Dixon. Donc pour rappel Daryl Dixon c'est un des personnages principaux de The Walking Dead. Donc voilà on est dans un univers post-apocalyptique avec des zombies, des morts vivants, voilà, et le côté survivaliste d'une civilisation et de toutes ces intrigues autour. Et je regarde en même temps la série The Penguin qui est dérivée de l'univers The Batman, le Batman avec Robert Pattinson. Et donc le pingouin étant un des méchants, un des personnages secondaires du film Batman, et bien maintenant il a sa série et donc ça tourne autour de ce pingouin. Et ce qui est très bien fait c'est que la série reprend juste tout de suite à la fin du film The Batman, et je pense que pour le Batman de le film ça va reprendre à la fin, je pense à la fin de la série Le Pingouin. Donc si vous êtes fan de l'univers Batman, je pense que si vous avez vu le film, pour comprendre la suite du 2, vous allez devoir regarder la série The Penguin pour faire la transition, la liaison entre certains personnages et comprendre certaines choses. Enfin moi je le vois comme ça. Je vous en parle pas plus pour l'instant parce que c'est en cours, mais le peu que j'ai vu pour l'instant pour les 2 séries en tout cas c'est très très bien fait. Et donc je vous en parlerai pour la prochaine fois durant la prochaine vidéo Actu Cinéma série. Là maintenant on va attaquer les films. Donc là pour des raisons de simplicité et de rapidité je ne vais pas vous parler en ordre chronologique. Je vais vous les dire dans l'ordre et je vais surtout dans un premier temps vous parler des films qui méritent qu'on s'arrête dessus. Plus je vais aller vers la fin, plus je vais être brève parce que bon soit c'est des films d'enfants, faut dire ce qui est et il n'y a pas grand chose à en redire, ou soit ils étaient nuls et il n'y a pas grand chose à en redire. Voilà. Alors je sais pas que je les ai mis par ordre de préférence ou de succès, mais voilà c'est dans l'ordre dont j'avais envie de parler. Cet été j'ai été voir le film Twister. Alors Twister c'est un remake, donc cette version là c'est un remake du film des années 90, je crois 2090, que je n'avais pas vu à l'époque parce que bon c'était pas forcément ma cam, c'était pas mon délire, et puis j'avais envie de voir autre chose à l'époque, et là en fait c'est vraiment une histoire qui m'a donné envie, et donc attendez parce que du coup je cherche le synopsis. Et là ça m'a vraiment donné envie pour le coup parce que j'avais vraiment envie de voir, la bande-annonce m'avait vraiment plu. Alors dedans il y a l'acteur Glenn Powell si je ne me trompe pas, c'est celui qui joue dans Top Gun 2, et c'est un peu un acteur montant. D'ailleurs il a certains films, des comédies romantiques pardon, qu'il a fait sur Netflix et que j'aimerais voir.
circuler sur les réseaux sociaux. Alors que la saison des tempêtes atteint son paroxysme, des tornades d'une ampleur sans précédent mettent leur vie en péril. Alors, bon, déjà il faut savoir que c'est pas forcément le genre de film que j'aime, hein. Vous savez, les films à sensation avec des catastrophes naturelles, ça a tendance à souvent me faire bader, mais bon, c'est pas ce que j'aime regarder. Mais là vraiment, les bandes annonces me donnaient vraiment envie, donc on est allé les voir. Je crois même qu'on est allé les voir avec les enfants. Vous voyez, ce qu'on avait regardé c'était tout public, il n'y avait pas d'interdiction, donc on a été les voir avec les enfants. Et bah franchement j'ai pris une sacrée claque parce que le film est vraiment très très bien. Déjà le jeu d'acteur est très bien. Bon, le fameux Glenn Powell, Tyler Owens est assez séduisant, donc ça n'en rend rien moins désagréable à regarder le film, pour être tout à fait honnête. Mais vraiment le jeu d'acteur est très bon, l'intrigue est très sympa, très bonne, et on se met tout de suite dedans. Et c'est vraiment dans des moments comme ça, on se dit, en fait dans notre pays, en France, on est bien parce qu'on n'est pas assujetti à des climats comme ça, des particularités. Je sais qu'aux États-Unis, il y a certains États qui sont propices, le climat ambiant fait qu'il y a certains États aux États-Unis qui sont propices à ce genre d'événements climatiques. Pas partout aux États-Unis, mais c'est là où je me dis, bon sang, ça peut arriver en France, c'est déjà arrivé, mais pas à ce point-là. Et c'est là où on se dit, on a de la chance parfois de savoir où on vit, parce que ça, ce genre d'événement, catastrophe naturelle, ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment, et ça fait des dégâts considérables, aussi bien matériels que humains. Et c'est ce que ce film, quelque part, rappelle. Alors oui, là on est sur aussi une question de notion de jeu, puisqu'il y a des chasseurs de tornades qui font exprès d'y aller, d'aller voir, de les trouver pour calculer leur force, leur amplitude, et puis pour essayer de trouver des méthodes scientifiques pour les annuler, pour les détruire une tornade en plein cœur. Sauf qu'encore une fois, ça va dépendre de sa force et du moment où on va y arriver, et d'avoir suffisamment de témérité et de courage pour le faire. Donc voilà, c'est un film qui est quand même très prenant, qui nous tient en haleine. Bon, à côté de ça, il y a bien évidemment une histoire d'amour qui naît, donc voilà, il y a le côté romantique de tout ça. Après, pour le côté scientifique, je ne sais pas si c'est réel. Pour le coup, on s'est posé la question avec mon mari en sortant, on s'est dit, mais est-ce que ce dont il parle dans le film, est-ce que c'est faisable, c'est réalisable? Parce que si c'est vraiment le cas, c'est incroyable, c'est génial. Ça pourrait sauver de tellement de vies. Mais voilà, il y a des scènes d'effets spéciaux incroyables, c'est tellement bien fait. Pour ceux qui ont vu le film, je vais vous notamment parler de la scène du cinéma. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très impressionnant, c'est incroyable. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, eh bien écoutez, je vous invite à le voir. Bon, bien évidemment, au moment où je vous parle, il n'est plus au cinéma, mais dès que vous aurez l'occasion de le voir un jour, je vous invite vraiment à le voir. Je ne sais pas ce que ça vaut par rapport au premier film. J'avais vu des scènes, quelques passages du premier film, mais je ne peux pas comparer. Mais moi, il m'a beaucoup plu, il m'a convaincu. Et s'il doit repasser à la télé, je pense que je le regarderai de nouveau. Donc j'ai vraiment fortement apprécié. Et même mes enfants ont beaucoup apprécié également. Ensuite, j'ai vu, donc là c'est un film français que j'ai vu au mois d'août, si je ne me trompe pas. C'est le film Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo. Alors, synopsis. Donc là c'est une œuvre littéraire, adaptation au cinéma, remake de remake de remake. C'est un grand classique français. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Alors, le comte de Monte Cristo, cette fois-ci pour ce remake, est interprété par Pierre Ninet. Très bon acteur, jeune acteur, je vais dire montant, mais ça fait un petit moment qu'il a fait ses preuves, mais avec ce film-là qui a battu tous les records d'entrée, on va ne faire que entendre parler de lui ces prochains temps, je pense. Moi qui n'avais pas lu le livre, ce n'est toujours pas le cas, et n'avais jamais vu les films auparavant, puisqu'il me semble que les anciennes versions avaient été jouées par Gérard Depardieu, je n'avais aucune connaissance de cette histoire, et j'avoue que c'est encore une fois la bande-annonce qui était très bien faite, qui m'a donné envie d'aller le voir. Vous savez ce qu'on dit parfois il y a des très bonnes bandes-annonces, et parfois on a la sensation que tout
ça sera le cas pour certains films dont je vais vous parler après, mais là ce n'était vraiment pas le cas. Alors le film est très long, il dure quand même plus de 2h30, on est à 2h53, c'est très très long. Alors oui, il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes de trop, mais c'était nécessaire pour bien expliquer le pourquoi, du comment, tous les détails, etc. Et c'est un film très bien fait, Pierre Ninet joue extrêmement bien son rôle, tous les acteurs sont très bien faits, l'intrigue est incroyable. Alors ça va être compliqué pour moi de vous dire les plus et les moins, puisque il y a beaucoup d'éléments. Encore une fois, je vous rappelle que c'était pas trop préparé, donc je vais avoir du mal à improviser là-dessus, parce qu'encore une fois c'est très compliqué de résumer 2h53 de film. Mais encore une fois, sans avoir lu le livre, je pense que avec 2h53 de film, le film a été assez fidèle au livre. Les jeux d'acteurs est très bon, je pense que le casting a été très bien fait. On s'y croirait vraiment, comme c'est un film d'époque, on est vraiment en retour en arrière et c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'émotions, l'intrigue est poignante, il y a certaines scènes aussi qui sont assez poignantes et donc ça a été vraiment bien fait. Moi j'ai beaucoup apprécié. Je vous cache pas que j'ai dû un petit peu traîner mon mari pour y aller parce qu'il ne voulait pas aller le voir. Ça ne lui a pas forcément plu, il n'a pas détesté non plus, il s'attendait à pire, mais c'est pas du tout son délire, donc forcément on n'est pas du même acabit, lui et moi on n'est pas du même avis. Mais moi j'ai quand même assez apprécié. Oui, ça a été long, mais c'était quand même plutôt sympathique. C'est les deux petits points à la rigueur que je pourrais reprocher, c'est que dans un premier temps c'était un peu long. Deuxième point, il faut savoir que le comte de Monte Cristo est grimé, il porte des masques. Et alors autant je comprends bien qu'il faille garder une notion de pour reconnaître l'acteur. Je dis pas que le travail du maquillage n'a pas été bien fait, bien au contraire, mais je trouvais que l'acteur n'était pas assez grimé. C'est-à-dire qu'il est censé être suffisamment grimé pour qu'on ne le reconnaisse pas. Alors après, il se passe quasiment 20 ans plus tard, une vingtaine d'années plus tard, au moment où le comte de Monte Cristo, donc Edmond Dantès, apporte sa vengeance. Donc forcément il a changé physiquement, surtout à travers les galères qu'il a connues, qu'il a vécues. Mais lui qui est censé porter un masque pour se grimer, quand on le voit, j'ai pas l'impression qu'il est suffisamment grimé. Je pense que ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse pouvaient le reconnaître. Donc bon, c'est peut-être un petit point, je me suis dit, ouais, ok, c'était pas suffisant à mon goût, mais bon, ok, ça passe encore. Le film était un peu long et effectivement, il aurait peut-être pu durer un petit quart d'heure, 20 minutes de moins, ça n'aurait pas été plus mal, mais ok, encore une fois, selon les détails et certaines choses que je peux comprendre. C'est surtout peut-être la fin de l'intrigue, et ça, je dirais c'est le livre, donc s'ils ont été bien fidèles au livre, et là pour le coup je ne peux pas juger, ils n'ont fait que être fidèles et respectés, mais c'est vrai que sa vengeance, je trouve qu'elle est un peu bâclée, enfin ça c'est vraiment ma propre opinion, mais je me dis, une vengeance comme il aurait dû l'avoir, elle aurait dû être beaucoup plus mordante, encore plus cruelle, et je trouve qu'elle est soft. Voilà, je trouve que sa vengeance reste assez sage, assez sobre par rapport à ce qu'il aurait pu infliger aux personnes qui lui ont fait tant de mal. Mais bon, voilà, c'est peut-être moi, c'est ma version des faits, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un très beau film qui mérite vraiment son succès. Donc là encore, si vous ne l'avez pas vu, je ne pense plus qu'il soit au cinéma, mais je vous invite à le voir si jamais vous n'en avez pas encore eu l'occasion. C'est vraiment un film qui mérite son succès. J'ai vu également durant l'été, donc toujours pareil, ce n'est pas dans l'ordre, j'ai vu de nouveau un film américain, une grosse production, le film Furiosa. Donc là on est sur un dérivé, toujours un préquel de l'univers Mad Max, donc Mad Max Fury Road, le film avec Charlize Theron notamment. Et donc là, on est Furiosa, donc qui est jouée par Charlize Theron. On est sur sa jeunesse, sur comment elle en est arrivée là, puisque on sait qu'elle ne vient pas de cet univers-là. Voici le synopsis. Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est arrachée de la terre verte des Vuvalini et tombe entre les mains d'une grande horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre, Dementus. En parcourant le Wasteland, il tombe sur la citadelle, présidée par Immortanjo. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa, dont la
survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Donc, si vous n'avez pas vu le film Mad Max Fury Road, vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre, mais pour ceux qui ont suivi, alors l'histoire est bien faite parce que on voit donc la jeunesse de Furiosa étant toute petite. Pourquoi elle n'est plus parmi les siens et pourquoi elle a été entre les mains de méchants. Et la fin de Furiosa fait tout de suite écho avec le début de Fury Road. Donc les deux liens sont très bien faits. Maintenant, j'ai été assez étonnée parce que moi j'étais persuadée en regardant la bande-annonce que le personnage, donc c'est Chris Hemsworth, joué par Chris Hemsworth, qui joue le rôle de Dementus. Moi j'étais persuadée que c'était Immortan Joe, plus jeune. J'en étais convaincue. Donc quand, et je sais, bien t'aurais pu lire le synopsis avant, mais non, je n'ai pas lu le synopsis avant avant d'aller voir le film. Donc quand le film commence et que je vois à un moment dans la scène qu'il y a bien Dementus et Immortan Joe et que ce ne sont pas les mêmes personnes, j'ai pas pu m'en empêcher d'avoir cette grosse déception, me disant zut, c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Mais c'est pas grave, ça n'a rien enlevé, je dirais, à l'attrait du film et à son intrigue qui était plutôt pas mal. Le jeu d'acteur reste bon, mais il faut dire ce qui est, le film est moins bien que Mad Max. Ça a beau tourner autour de l'histoire de Furiosa, même si le jeu de l'actrice, en l'occurrence, est bien joué. C'était moins bien, c'était moins intéressant. En tout cas, c'est mon opinion, encore une fois. J'ai trouvé comme ça moins intéressant, un petit peu redondant, ça tourne en rond. On sent que quelque part, il pourrait y avoir une histoire d'amour, puisque là encore, Furiosa fait la rencontre de quelqu'un qui n'est pas Mad Max au début, et on sent qu'il pourrait y avoir une intrigue, mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu bâclé. Et puis le fait qu'à un moment il y a un mélange, c'est-à-dire que l'histoire entre Mad Max et Furiosa, entre les deux films, la jonction était bien faite, mais il manquait certains personnages. Tom Hardy par exemple n'est pas présent, donc le fait qu'il manque certains personnages, ça manque certaines choses, ça manque certains trucs. Bon, sans plus. Bon, c'est juste à la fin, on voit le sort réservé à certains personnages qui est assez drôle parce qu'on se dit ah bon bah ça c'est pour le coup c'est une sacrée vengeance. Là pour le coup le comte de Monte Cristo aurait pu prendre exemple, ça aurait été une sacrée vengeance, donc ça reste intriguant. C'est un film sympathique, mais je trouve que un peu moins bien fait. En tout cas l'histoire est un peu plus redondante, un peu moins intéressant que Mad Max, donc petite déception. Ça reste pas mal, mais bon, ça reste à voir quelque part, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, je vais vous parler du film Bad Boys 4. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Donc la suite de nos deux compères, des flics de Miami. Donc voici le synopsis. Lorsque leur défunt capitaine de police se voit soudainement lié au cartel de la drogue, Mike Lowry et Marcus Burnett, deux policiers sages de Miami, se lancent dans une mission dangereuse pour blanchir leur nom, son nom en tout cas. Alors pareil, si vous ne connaissez pas toute la série des films Bad Boys, ça va être compliqué de vous refaire tout un synopsis complet, mais en gros ce sont deux meilleurs potes, flics à Miami, et qui ne sont pas réputés pour faire dans la dentelle. Voilà, ils sont bons flics, ils résolvent leurs énigmes, mais ils sont spécialisés donc forcément à Miami dans les cartels, dans les histoires de drogue, mais à chaque fois ils sont réputés pour ne pas passer inaperçus. Ils font énormément de dégâts matériels, ils font du bruit dans la presse, ce qui rend dingue leur capitaine. Sauf que dans le 3 de film Bad Boy, à la fin le capitaine meurt. Je ne vous spoil pas, je vous invite à regarder le 3 pour comprendre le 4. Mais du coup dans le 4, il y a une sale histoire qui ressort concernant leur capitaine, comme quoi il serait mêlé à une histoire de drogue de cartel, ce qui est complètement faux. Et donc à l'aube de leur pré-retraite, puisque forcément le 1 c'est
sont quasiment au bord de la retraite, ils en ont marre, mais ils se disent on doit bien faire ça pour lui. C'était quelqu'un de cher à leur cœur et ils veulent pas blanchir son nom. En gros, bon, le duo Martin Lawrence et Will Smith est toujours aussi excellent, toujours aussi drôle. Bon, on sent que certaines vannes sont un peu réchauffées et un peu redondantes, mais c'est toujours aussi drôle. Le film est sympathique. On y retrouve quelque part la bande de jeunes policiers qu'on pouvait retrouver dans le film 3. Donc dans le film 3, il y avait notamment Vanessa Hudgens qui a fait donc High School Musical. Donc c'est drôle de la voir dans ce genre de rôle-là. Et on a Alexander, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui jouait Björn Côte de Fer dans la série Viking. Et là pour le coup il est drôle parce qu'il joue un rôle d'un policier mais un peu timide, un peu geek, un peu réservé. Sauf que quand on voit la masse, quand on voit la carrure du gars, c'est drôle de voir quel genre de rôle de policier il peut le jouer. Bref, par rapport, en fait je suis obligée de faire une transition par rapport au 3 puisque le 4 est dans la suite directe du 3. Les jeux d'acteurs sont bons, l'ambiance est bonne, on retrouve l'ambiance Bad Boys propre au film. Sauf que le 4, il est bien moins. Faut dire ce qu'il y a, il est bien moins. Bien moins bien. Bien moins bien. Moins bien. Bref, je suis en train de m'embrouiller. Tout simplement parce que parfois dans certaines intrigues, il y a certaines choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, mais avec des histoires un peu sont tirées par les cheveux. Pour ceux qui l'ont vu, je vais vous mentionner le passage avec le crocodile. Bon, je vous laisserai regarder et juger par vous-même, mais bon, je trouve ça un peu gros. Il y a des histoires qu'on voit arriver 1 heure avant. Il y a une histoire d'amour qu'on voit arriver 1000 ans avant. Et on sait que je suis persuadée qu'il peut y avoir un Bad Boys 5. Il va y avoir une histoire d'amour qui va tourner entre deux personnages. Ça se voit comme l'une au milieu de la figure. C'est pas que c'est déplaisant, mais que c'est tellement prévisible que ça en est chiant. Et je dirais ce qui manquait au 3 par rapport au 3, c'est qu'au 3 il avait une bonne bande son. Il y avait la reprise des Black Eyed Peas qui était très bonne et qui nous a fait danser tout l'été. Je ne sais plus si c'était 2023 ou 2022, mais ça nous avait bien fait danser. Je crois que c'était 2022. Et là il n'y avait pas de bande son. Et là j'avoue que ça a manqué. J'avoue que j'ai l'impression qu'ils ont voulu le faire vite, ce Bad Boys 4. Alors peut-être pour sauver un peu la réputation de Will Smith, puisque je rappelle c'est un des premiers films sortis. D'ailleurs je pense pas qu'il y en ait eu depuis son scandale de la gifle aux Oscars. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont voulu vite le faire pour redorer un peu le blason de Will Smith, mais du coup l'histoire était un peu bâclée, il manquait certaines choses. Et là c'est peut-être con, mais comme quoi une bonne bande son dans un film c'est très important, ça fait quand même beaucoup. Et voilà, le film 4 est un peu un réchauffé du 3 et un peu bâclé, un peu moins bien fait. Donc il reste drôle, il reste intéressant à voir pour la franchise Bad Boys quand on aime ce film-là. Mais c'est pas le meilleur. Voilà. De toute façon, comme on dit avec mon mari, si on devait donner un ordre de meilleurs films dans cette firme-là, on mettrait Bad Boys 2 en premier, puis peut-être le 3, le 1, puis le 4. Voilà, ça, en tout cas c'est notre classement. Donc ça reste à voir, mais voilà, ils l'ont pas... C'était pas ouf non plus quoi. Maintenant je vais aller de plus en plus vite puisqu'on va arriver dans la catégorie de films bof. Donc plus je vais avancer, moins je vais parler. Là j'ai vu un film français, alors pareil je pense que c'était au printemps dernier. Bah non, hiver dernier. C'est un film français qui s'appelle Cocorico. Donc il y a entre autres Didier Bourdon, Christian Clavier, etc., etc. Voici le synopsis. La famille d'aristocrates viticoles fortunés des Bouviers sauvages, dont la fille Alice est amoureuse de François Martin, fils du concessionnaire Peugeot Gérard Martin. Lors de la première rencontre entre les deux familles, repoussées plusieurs fois par les Bouviers sauvages, les enfants annoncent leur mariage que Frédéric, le père d'Alice, ne voit pas du tout d'un bon œil.
ancestrale avec voilà, des racines nobles, et une autre famille beaucoup plus modeste, très ancrée, pareil, ancestrale, mais voilà, soi-disant des origines françaises, enfin, tous les deux se vantent d'avoir des origines bien françaises, sauf que les tests ADN vont annoncer des surprises et des origines complètement différentes, et ça va déterrer des histoires de famille, des mensonges, des petits secrets, voilà, et ça va remettre un petit peu en question certains égos pour certains, notamment pour les patriarches des deux familles, et ça va relever un petit peu de la comédie justement pendant tout le film, parce que chacun va se titiller, se taquiner sur ouais, toi tu disais que t'étais telle origine et en fait pas du tout. Bon voilà, ça fait partie des genres de films où je pense que tout était dans la bande-annonce. Le film était sympa, intéressant, mais pour certains passages un peu longs, un peu chiants, parfois pas très drôles. Heureusement, effectivement, on peut toujours compter sur Didier Bourdon et Christian Clavier pour, de par leurs caractéristiques et leur face et leur personnalité, faire rire. Mais bon, voilà, c'est un film drôle, mais voilà, sans plus rien de non plus d'extraordinaire, et qui, encore une fois, pour moi, tout était dans la bande-annonce. Voilà. Donc là, je vais simplement vous nommer les titres et je vais pas forcément vous parler des synopsis parce que bon, voilà. Nous avons été voir en famille donc le dessin animé Moi Moche et Méchant 4. Bon, ben voilà, c'est une suite avec Gru, sa femme, les enfants, les filles, etc. Donc si vous avez déjà vu l'univers, les films Moi Moche et Méchant, vous voyez un petit peu de quoi ça peut ressortir. Bon voilà, là il était assez drôle, assez comique, mais bon voilà, ça reste une suite avec Moi Moche et Méchant et les fameux mignons, donc ça reste assez drôle à les voir en famille, mais bon voilà. Ensuite il y a eu le film Kung Fu Panda 4. Voilà, toujours dessin animé. Alors autant on aime bien les dessins animés dans la famille, mais bon voilà, à chaque fois c'est des suites. Là c'est le quatrième, donc il y a toujours le panda à peau qui fait des rencontres et qui doit aider des amis et qui doit se sortir de situations exceptionnelles. Donc voilà, c'est mignon à voir en famille, mais c'est encore une fois une suite. Et nous sommes allés voir, alors il y avait quoi aussi, Chien et Chat avec Rim Kirissi. C'était son film où il y avait Franck Dubosc, où en gros elle c'est une influenceuse, enfin son chat a un compte Instagram sur les réseaux sociaux et elle c'est elle qui gère la carrière de son chat, mais à travers, je sais plus, il me semble que c'est son chat qui se fait kidnapper, mais sauf qu'il y a une histoire un peu d'amour, d'intrigue qui évolue entre le kidnappeur et la propriétaire du chat, donc Rim Kirissi. Enfin bref, voilà, c'est assez sympathique, mais pas forcément au point d'aller le voir au cinéma. Voilà, c'était mignon à voir, mais sans plus. Malheureusement, il y a eu beaucoup de travail de fait, mais voilà, c'était pas non plus incroyable comme film. Et le dernier, je pense que c'était la dernière des catastrophes, on est allé voir également SOS Fantôme, la menace de glace. Bon ben voilà, c'était une suite. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que il n'a pas été transcendant du tout, il nous a pas marqué. Voilà, rien d'exceptionnel. Je vous disais, hein, j'ai pas grand chose à dire parce qu'au-delà du fait que j'ai pas préparé grand chose, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a marqué. Et vous savez, c'est fait partie des genres de films où quand on sort de la séance, on dit ben, je viens de payer pour ça. Et voilà. Voilà, merci. C'était vraiment parce qu'on voulait faire plaisir aux enfants et on voulait les emmener au cinéma. Il y avait ça. Parce que bon, si on avait su, on se serait abstenu, je crois. Voilà. Donc voilà pour ce qu'on a vu. Maintenant, à l'avenir, c'est vrai que je vais devoir maintenant choisir un petit peu plus, un petit peu mieux les sorties cinéma que je vais faire, puisque
censé sortir dans 2 jours. Je ne sais même pas si on arrivera à le voir dans les prochaines semaines. On va essayer, mais je vous tiendrai au courant. Pour tout ce qui est série Netflix, bon, c'est différent parce que du coup, on peut se poser à la maison